Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau parisien de Télé-Sud. Le coronavirus chamboule le vieux monde, ça fait deux ans maintenant que ça dure et on n'arrive pas à s'y habituer. C'est au forceps qu'un nouveau monde est en train de surgir. Et pour tenter de le comprendre, de voir à quoi il va ressembler, quelles sont les ruptures qui sont à l'œuvre, qu'est-ce qui va se passer, eh bien, voilà un guide de ce nouveau monde. Il a été rédigé par une quarantaine d'auteurs qui sont des universitaires, des chercheurs, des hommes d'expérience, des diplomates, des militaires, et puis aussi des gens qui ont travaillé dans l'entreprise, qui ont été hauts fonctionnaires, qui ont voyagé et qui ont en commun d'avoir de la curiosité et d'aimer les voyages au long cours. Charles Orbib, vous êtes le maître d'œuvre de cette somme de 467 pages. Un des maîtres d'œuvre. L'un des deux maîtres d'œuvre. Il y en a un autre qui s'appelle Jean-Claude Empereur et qui n'est pas avec nous, mais c'est vous qui allez nous vanter le travail de tous les contributeurs. D'abord, pourquoi ce titre, Le Nouvel Échiquier ? Alors, c'est prétentieux, c'est très prétentieux. Ah bon, vous trouvez ? Oui, c'est une allusion à Brzezinski. Oui. Mais enfin, Brzezinski n'est pas le propriétaire de l'échiquier. Voilà. Nous savons tous que c'est l'image de l'échiquier. Pour vous, le livre auquel vous faites allusion, de l'ancien conseiller à la sécurité américaine, c'est une Bible, c'est une référence. Pas pour moi, pas pour moi. Pour beaucoup de monde, certainement. Moi, je suis un disciple de Kissinger. C'est un peu différent. Alors, vous me direz, Kissinger revient à la mode. Il y a un essai qui vient de sortir, fait par un ancien ambassadeur de France. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on y pas viendra. le mien. Moi, c'est une somme. Moi, c'est 800 pages. Ma biographie de Kissinger. Bien sûr. Parce que alors, voilà, Charles Orbib, le problème, c'est qu'on ne peut pas citer tous vos titres. Donc, vous êtes agrégé de droit et à titre honoraire, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes doyen de la fac de droit de Paris-Sud, vous êtes recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et votre bibliographie est encore plus impressionnante. Alors, je vais citer uniquement les derniers ouvrages. Une histoire du monde depuis 1945, Roosevelt, Vichy, Alger, Les éminences grises dans l'ombre des grands hommes, Des princes qui nous gouvernent. Vous écrivez tous les jours, vous avez toujours un travail en chantier? Non, j'aurais voulu. Vous savez que c'était la méthode de Stendhal, la recette de Stendhal. Chaque matin, il écrivait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure en se réveillant. C'est pour garder la forme. Moi, j'y arrive pas, non. Il y a des périodes où je suis comme un fou. Alors, je me fais enguirlander par ma femme. Je suis invisible. Il faut que je travaille à mon bureau toute la journée. Du matin tôt jusqu'au soir tard. Et puis ça m'obsède, et puis après ça m'obsède, je vais finir tel chapitre, etc. Et puis après, pendant 6 mois, je ne fais plus rien. Oui, vous êtes un costard, ça c'est une chose absolument évidente quand on vous regarde. C'est difficile de passer après Charles Orbib. Alain Lamballe est présenté comme chercheur et consultant, ce qui est court, qui est flou et qui est modeste. En fait, il est général, il a occupé des postes opérationnels, il a travaillé avec toutes sortes d'armées étrangères. Quand il était au ministère de la Défense, vous avez dirigé le séminaire Asie du Sud à l'école de guerre. Vous avez aussi une expérience de terrain riche, puisque vous avez été en poste en Inde, au Sri Lanka, au Pakistan, aux Maldives, et vous avez mené aussi des missions dans le monde entier. Vous avez publié plusieurs ouvrages et vous rédigez le plus long chapitre de cette somme consacré à l'Inde, l'Inde face aux menaces. Et en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est si long? Est-ce qu'il y a tant à dire que cela? Ça, c'est une évidence quand on vous lit, qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais je me suis demandé si on ne vous avait pas accordé tant de place, parce qu'en général, en France, on sous-estime l'importance de l'Inde. Oui, c'est vrai, on sous-estime l'importance de l'Inde. On considère qu'en Asie, il n'y a que la Chine. La Chine, évidemment, est la puissance majeure, non seulement en Asie, mais une puissance qui monte au niveau mondial. Mais il ne faut quand même pas oublier l'Inde, qui est quand même aussi un géant asiatique et même un géant mondial. Et l'Inde qui sera le pays le plus peuplé du monde dans quelques années, probablement, qui devancera la Chine. Alors, on va parler de l'Inde, évidemment, avec vous, mais vous nous parlerez aussi un mot de l'Afghanistan, parce que vous aviez publié cet ouvrage, Les Pashtuns, qui règnent désormais à Kaboul. Vous nous direz comment est-ce que vous voyez cette défaite éclatante de l'Occident en Afghanistan. Et puis vous nous direz aussi un mot, parce que parmi tous vos titres,
j'en ai passé beaucoup sous silence. Vous êtes membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est une institution vénérable, qui a désormais un siècle. Vous êtes président de la 2e section. C'est une société savante qui réunit des gens venus d'un peu tous les horizons. Il y a des militaires, il y a des universitaires, il y a des diplomates, il y a même des journalistes. Et ce sont des gens qui ont en commun d'avoir de la curiosité eux aussi. Donc vous nous direz un petit peu à quoi correspond aujourd'hui la vocation de la Somme. Mais d'abord, on va commencer avec vous, Charles Orbib, de Nouvel Échiquier, parce que vous signez la préface. Et alors, vous commencez par une scène exotique qui nous paraît quasi surréaliste. C'était à la fin des années 70, on n'est pas si loin après les parties de ping-pong qui ont scellé finalement l'ouverture, le renouveau du dialogue entre la Chine et les États-Unis, et vous êtes face à Deng Xiaoping. Oui, c'était un très très grand moment. Un immense moment, c'était le 5 mai 1979, vous voyez, c'est resté gravé. Et je faisais partie de la délégation de l'IHEDN qui était en Chine cette année-là, passé une quinzaine de jours en Chine. Nous étions dirigés par le général Marty. Et là, nous avons été reçus par Deng Xiaoping. C'était une époque extraordinaire, à la fois par l'homme, aucune langue de bois. Nous n'en revenions pas. Nous avions tous l'expérience des pays communistes de l'Est, des démocraties populaires. Ça n'avait aucun rapport. Ouais. Un homme qui parlait franc, qui disait ce qu'il pensait, mais d'une manière incroyable. Alors, incroyable. il est dans cette conversation, dans ce dialogue qu'il a avec la délégation à laquelle vous appartenez, d'abord, il imagine que les Soviétiques envahissent la Chine et comment il s'y enliserait. Ça, c'est une imagination extravagante. Absolument. Il parle cru, d'ailleurs. Bon, à Ce l'époque... serait la guerre civile prolongée, disait-il. Oui, la guerre civile prolongée. Effectivement, c'est presque une guerre de religion entre deux sectes communistes. Absolument, absolument. Hein? Absolument. Et puis, il dit, notre ambition, c'est d'être une grande Taïwan. Oui. Alors là, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, il nous dit ça. On comprend ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que l'ethnie chinoise, les Han, eh bien, ils sont capables de réussir économiquement. Ils ne sont pas plus nuls que les autres. Oui. Et il prend l'exemple de Taïwan. Alors nous étions ahuris. Nous avons demandé à l'interprète de bien préciser, de reposer la question, parce que nous avions dit qu'il y avait une erreur d'interprétation. C'est pas possible. Et alors après, j'ai fait un coup, j'étais assez coupable. Non, parce que, attendez, il est fier de ce qu'a fait Taïwan, de la réussite capitaliste. Il était fier de Taïwan. Parce que c'était ses frères taïwanais qui avaient montré à quel point les Chinois pouvaient réussir dans l'arène économique. Quand on voit d'où venait la Chine depuis 2 siècles, depuis cette décadence qui durait depuis 2 siècles. Oui. Et alors vous avez réussi un coup, c'est quoi ? Ah oui, c'était peut-être pas très opportun ce que j'ai fait, mais par la suite, 6 mois après, je suis retourné en Chine avec François Furet pour négocier l'accord culturel franco-chinois en sciences sociales. Et puis du coup, François Furet, c'est son initiative, mais un peu manipulé par Raymond Barre à l'époque, m'a dit il faut faire la même chose avec Taïwan. Et nous avons créé un centre culturel français à Taïwan, qui maintenant s'est développé, devenu un institut français dirigé par un ambassadeur, une partibus, etc. Et donc là, je fais un premier voyage à Taïwan, 6 mois après le voyage, c'était en mai que nous étions à Pékin, et c'est en décembre que nous sommes à Taïwan. Et là, je raconte l'entretien avec Deng Xiaoping aux journalistes taïwanais. Ça devient le grand titre. Ça devient le grand titre. Et alors après j'étais devenu connu à Taïwan parce que j'étais l'homme qui avait rapporté les propos de Deng Xiaoping. Et ça faisait les grands titres. C'était incroyable. Il n'y a pas eu de démenti dans la Chine continentale ? Pas eu de démenti, mais je ne sais pas comment ils ont pris ça à Pékin. Alors, aujourd'hui, mission accomplie pour Deng et ses successeurs, puisque la Chine est devenue une sorte de grand Taïwan, et le Covid a révélé aux Européens, c'est ce que vous dites dans votre préface, à quel point ils étaient devenus dépendants, en quelque sorte, de la Chine. La mondialisation, c'est en réalité la sinisation. Voilà. C'est-à-dire que l'économie est sinisée et sinistrée, dans le même moment. Hein. Absolument. Oui. Bon. Le Covid, donc... alors,
il y a des Chinois qui s'en réjouissent. Hein. Il y a une sorte de gloriole chinoise, de rancune chinoise vis-à-vis de l'Occident, et d'idée qu'il faut absolument qu'ils prennent la main sur la marche du monde et que leur modèle est tellement supérieur à celui des Occidentaux décadents. Il y en a même qui rêvent d'un bon règlement de compte militaire, finalement. Mais c'est contraire à toute la tradition, ça. Oui, nous assistons. C'est assez extraordinaire cette situation parce que tout le monde nous dit que nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Ça semble évident aujourd'hui. Je parle grand sinologue, je ne sais pas pourquoi j'ose vous dire tout ça alors que je suis à côté d'un très grand sinologue. Parce que vous êtes l'une des deux chevilles ouvrières. Pardon ? Je ne suis pas sinologue. Je m'intéresse à la Chine à partir de là. C'est le Cénacle des États asiatiques. On regarde la Chine ici à travers les yeux d'un occidental qui connaît parfaitement la diplomatie occidentale, chose horrible, mais à travers les yeux d'un connaisseur de l'Asie qui connaît essentiellement les voisins sur lesquels la Chine met les pieds en général, que ce soit l'Inde, le Pakistan et le reste. Bon. Alors, c'est contraire à toutes les traditions, comme vous le dites, et surtout il y a un retournement, je parle d'un basculement géopolitique depuis cette alliance tacite entre la Chine et l'Occident, qui a permis de sortir du système bipolaire, de sortir de la guerre froide dans ce qu'elle avait de plus rugueux, de plus... Oui. Et là, maintenant, c'est un cauchemar, car maintenant, nous avons en face de nous... Ça permet aussi de sortir des centaines de millions de Chinois de la misère. Oui, ça, c'est évident. Alors, pourquoi c'est un cauchemar ? Non, d'un point de vue occidental, la Chine était rassurante. C'était rassurant. Et on fait plusieurs voyages en Chine. Mais vous êtes rassuré, vous ne croyez pas à la guerre. Vous pensez que la Chine a un horizon à long terme et qu'elle veut vaincre. Je n'exclus pas un accident. Je n'exclus pas un accident. La situation actuelle est assez redoutable. C'est plutôt 1913, 1914, parce qu'on a moins de. Il me semble qu'on a moins de pare-chocs que pendant la guerre froide face aux Soviétiques. Il y avait une sorte de codification des comportements bien connus qui s'était épanouie, qui s'était perfectionnée. On savait faire, les dirigeants américains en particulier, mais les dirigeants occidentaux en général, savaient faire face à l'Union soviétique, qui était d'ailleurs un peu une grande puissance, mais un peu fatiguée. Oui. C'est ce qu'avait compris Kissinger et Nixon. Vous pensez que là, avec la Chine, le rendez-vous fatal, l'heure de vérité, ce n'est pas forcément 2049 et le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire, mais que ça peut arriver avant par accident, en fait. Oui, et c'est toujours, c'est vous qui l'avez cité, mais on revient toujours à ça, je crois que c'est le point nodal, c'est Taïwan. C'est Taïwan. Quelle est la place de l'enjeu taïwanais dans cette nouvelle guerre froide, etc. D'ailleurs là, il faudrait presque faire un retour en arrière. Quand on lisait les textes de Kissinger, on avait l'impression que Mao et ensuite Deng Xiaoping avaient évacué la question de Taïwan. Ouais. Et en réalité, après, on a appris que ce n'était pas vrai. Quand les archives ont été ouvertes, la question de Taïwan était bien présente. Qu'aucun de Kissinger avait caché cela dans ses mémoires. La question était très présente. Alors, on a compris qu'au centre de l'échiquier, comme au centre de ce livre, il y a la Chine. Il y a beaucoup d'auteurs qui évoquent un point ou un autre, mais il y a d'autres quand même sujets. Dans votre préface, vous parlez de l'érosion de l'identité américaine, sur la haine de soi qui est à l'œuvre aussi en Europe. Vous avez une vision quand même assez pessimiste. Hein. Oui, c'est-à-dire que, au fond, vous vous rappelez à la fin de la guerre froide, tout le monde s'est mis à reprendre les mêmes auteurs, Huntington, Fukuyama, Kissinger, c'était plusieurs modèles pour l'avenir. Alors, Fukuyama, c'était la paix, la sortie de l'histoire, la paix perpétuelle, c'était magnifique. Kant réincarné, etc., Emmanuel Kant. Bon, tout ça était très optimiste. Et moi, j'étais assez fasciné par la version. Je ne croyais pas non plus dans la version de Kissinger qui nous disait « un pas vide, nous allons revenir au XIXe siècle, à la Sainte Alliance, au concert européen surtout ». Je n'y croyais pas tellement parce qu'il me semble qu'il y a plus de problèmes qu'il y a un siècle ou deux. Par contre, Huntington, c'est un prophète. C'est le prophète de notre époque. Et on le retrouve sur les deux points que vous soulevez, on retrouve Huntington. Sa guerre des civilisations. Bien aujourd'hui, on nous parle d'état-civilisation. Plusieurs de nos auteurs en parlent.
État-civilisation, c'est le nouveau terme. Quand on parle de la Chine ou de l'Inde, ce sont des États-civilisations. Donc là, c'est une réalité. Et c'est bien un conflit entre États-civilisations. C'est bien l'idée de Huntington. Et par ailleurs, son dernier ouvrage était consacré au démantèlement de ce qu'il appelait la lumière sur la colline, c'est-à-dire l'épopée américaine, l'État, la Nouvelle-Jérusalem, je parle d'un point de vue américain, l'exception manifeste, la Nouvelle-Jérusalem, etc., et qui est en train de se démanteler. Oui, alors que vous appelez au contraire à rallumer la lumière sur la colline et qu'il y a une alliance des démocraties face à la Chine, et à côté de l'ONU qui compte pour rien. Donc c'est ça votre idée maîtresse. Non, c'était un des scénarios que j'évoquais et je pense que c'était un peu précipité. Non, c'était un peu précipité parce que quand je vois le Biden avec son sommet des démocraties par visioconférence, j'avoue que tellement. C'était la question sournoise que j'allais vous poser. Alain Lamballe, l'Inde, donc le chapitre, l'Inde face aux menaces conventionnelles et non conventionnelles. On sent que ce qui est très curieux quand on parle de l'Inde, c'est que c'est plein de paradoxes. C'est un pays qui a popularisé l'image de la non-violence et c'est le pays qui connaît toutes les violences qu'on puisse imaginer, que ce soit le terrorisme, la menace conventionnelle, la menace nucléaire. Il est soumis à tous les dangers, en fait. Absolument. Vous savez, si ce concept de non-violence est né en Inde, on va dire il n'est pas né à l'époque de Gandhi, il est né bien avant, à l'époque du bouddhisme, il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Si ce concept de non-violence a été créé, c'est parce qu'il y avait de la violence. Pourquoi créer un concept de non-violence s'il n'y a pas de violence? L'Inde, le monde indien a toujours été un monde de violence. C'est une mosaïque de peuples, une mosaïque de religions, on va dire. Et ça se traduit évidemment dans le monde actuel. Oui. Il y a des conflits internes, des conflits externes. L'Inde est face à des dangers multiples. Alors, il y a une sorte de guerre permanente, asymétrique avec le Pakistan. Oui. Et puis, il y a des bagarres à main nue sur les pentes de l'Himalaya avec les Chinois. Absolument. Alors, je fais allusion un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect civilisationnel des conflits actuels. Il y en a un exemple entre l'Inde et le Pakistan. C'est un conflit entre deux civilisations, la civilisation hindoue et la civilisation musulmane, quoi. Et ce phénomène d'opposition entre l'hindouisme et l'islam se manifeste à l'intérieur même de l'Inde et aussi sur le plan international entre l'Inde et le Pakistan essentiellement. Un phénomène religieux. Oui, on sent que c'est une obsession permanente chez les Pakistanais, mais chez les Indiens aussi. Bien sûr. Chez les extrémistes essentiellement. Oui. Mais ça se répercute dans le domaine de la démographie, par exemple, mais c'est extrêmement grave. Et alors, comment est-ce que vous trouvez qu'elle évolue ces dernières années, justement, ce conflit larvé entre les deux voisins? Alors, le conflit est dû, d'une part, comme je le disais, à l'aspect civilisationnel, mais il y a également un aspect territorial. Le Pakistan revendique, comme l'Inde, la souveraineté totale sur le Cachemire historique. Oui, mais ce Cachemire qui est divisé entre l'Inde et le Pakistan, il y a aussi la Chine d'ailleurs. La Chine, il y a déjà eu 3 guerres, mais là, ces derniers mois, avec la chute de Kaboul, avec le grand jeu qui est reparti pour un tour nouveau, l'Inde est inquiète de ce bouleversement? Oui, l'Inde est inquiète de ce bouleversement parce que ce qui se passe à Kaboul est préoccupant pour l'Inde, dans le sens où les mouvements extrémistes musulmans reprennent du poil de la bête, et ces mouvements extrémistes musulmans peuvent agir encore plus violemment au Cachemire et même ailleurs dans le reste de l'Inde. Vous ne croyez pas que les Pashtuns qui ont... parce que le Taliban, en fait, c'est un Pashtun en colère. Vous ne pensez pas que les Pashtuns vont réussir à tenir le pays et à juguler justement la menace que représentent ces mouvements djihadistes extrémistes? Alors, les Pashtuns, c'est une communauté d'environ 55 millions d'habitants, répartis entre le Pakistan et l'Afghanistan. En Afghanistan, les Pashtuns représentent probablement plus de 60% de la population, bien qu'officiellement on dit que le pourcentage ne dépasse pas 40%. Au Pakistan, en réalité, les Pashtuns sont les plus nombreux, mais ils ne représentent que 17% de la population. Mais le centre de gravité des Pashtuns se trouve en réalité au Pakistan. Alors, les talibans sont essentiellement Pashtuns, bien évidemment, tous les Pashtuns ne sont pas talibans. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une collusion actuellement entre les talibans afghans et les talibans
pakistanais, qui sont donc les uns et les autres des Pashtuns essentiellement. Il y a un problème également de territoire, car les talibans pakistanais ne prêchent pas seulement une idéologie de la charia, mais maintenant verse un petit peu dans un nationalisme. Le nationalisme pashtun qui était important au moment de la naissance du Pakistan, en 1947, s'était estompé par la suite. Maintenant, il reprend de la vigueur, notamment parce qu'ils disent que, par exemple, les anciennes zones tribales devraient acquérir leur indépendance et puis peut-être être rattachées à l'Afghanistan. Car la ligne Durand... C'est une sorte de Kosovo par rapport à l'Albanie, quoi. Le Balouchistan, la zone tribale devrait se rattacher un jour ou l'autre. Oui, parce que cette ligne Durand qui forme frontière, une frontière totalement artificielle, elle coupe des tribus en deux et elle a été créée, cette frontière, artificiellement par un diplomate britannique à l'époque coloniale, en 1893 en réalité. Et puis c'est totalement pour eux. Enfin, ça ne l'est plus maintenant parce que les Pakistanais ont construit une clôture électrifiée et tout ça. Ce qui complique les choses, évidemment. On revient à la Chine, ce grand voisin encombrant, qui se laisse jamais oublier. Il instrumentalise les mouvements sécessionnistes en Inde. Les Chinois. Les Chinois, oui. Alors, les Chinois s'intéressent de très près, effectivement, à ce qui se passe sur le plan des insurrections en Inde. Il y a une insurrection maoïste dans le centre de l'Inde, qui dure depuis des années et des années. Alors, cette insurrection maoïste, se trouvant dans le centre de l'Inde, il n'y a pas de continuité territoriale avec la Chine. Évidemment, il n'y a pas de contact direct. Mais malgré tout, d'après ce qu'on croit savoir, il y a une aide chinoise qui se manifeste par l'intermédiaire d'autres mouvements insurrectionnels dans le nord-est de l'Inde, l'Assam et toutes les provinces limitrophes de l'Assam. Cette aide chinoise se matérialise par l'intermédiaire également de la Birmanie. Il y a des armes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, oui, par la Birmanie qui fournit des armes, un armement. Alors, ce sont des armements chinois qui passent par la Birmanie, qui arrivent qui sont donnés ces armes aux mouvements insurrectionnels de l'Assam ou d'autres provinces voisines, et certaines armes, dit-on, passent chez les maoïstes dans le centre de l'Inde. C'est une marmite qui bouillonne de toutes sortes de passions. Ce qui est frappant quand même quand on vous lit, c'est qu'on voit que quand même la Chine s'appuie sur le Pakistan, la Birmanie, le Bangladesh, tous les voisins finalement de l'Inde à problème, hein, et que ça représente une véritable capacité de nuisance extraordinaire. Hein. Alors les Indiens sont très inquiets finalement parce qu'ils considèrent que la Chine les encercle d'une certaine manière. Alors il faut comprendre aussi la Chine. La Chine importe et exporte la plupart de ses produits par voie maritime. Mais le détroit de Malacca constitue évidemment un point sensible. S'il y a des frictions, ça pose un problème, d'où l'intérêt pour les Chinois d'avoir d'autres voies de communication terrestres par le Pakistan, corridor économique Chine-Pakistan, et par la Birmanie aussi. Oui, la Birmanie, effectivement, l'accès à la mer. Sud-Est, ce qui est frappant dans les 40 pages, là, c'est que vous décrivez quand même une puissance qui est prête à peu près à tout, au sabotage, à l'espionnage, à l'alliance avec les mouvements. Et puis alors moi j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Le soft power chinois, ils mettent la main sur Bollywood, sur le cinéma indien. Absolument. Il y a eu des contacts qui ont eu lieu et certains réalisateurs de films se laissent convaincre par rapport aux Chinois. Les Chinois sont très forts en matière de puissance douce, incontestablement. Les Chinois ne veulent pas la guerre, en réalité. Ils veulent obtenir leurs moyens par voie pacifique. Ça se passe la reddition de l'ennemi. Pour les frontières. Oui, oui. Hein, les Chinois grignotent. Ils veulent arriver à leur fin, ils ne veulent pas négocier en réalité, ils attendent que l'Inde s'affaiblisse, ils attendent des moments favorables pour intervenir, militairement, mais jusqu'à une certaine limite. Il n'y aura pas de guerre générale entre l'Inde et la Chine, je n'y crois pas, mais des escarmouches sont tout à fait possibles. Mais il ne faut pas exclure quand même la possibilité d'un dérapage, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais. Charles Sorby, vous regardez les films indiens? Vous connaissez oui, c'est Bollywood? magnifique, ça m'est arrivé. Oui. C'est vrai? Ah, c'est magnifique. Ils sont formidables. Vous avez la musique, les danses. Ah, oui, le cinéma indien évolue beaucoup, à vrai dire, maintenant. Beaucoup, oui. Il n'y a pas que Bollywood, il y a des studios de cinéma très importants à Chennai, et puis aussi à Bangalore et à Hyderabad. Hein. Ouais, j'avoue. Les grandes capitales du sud de l'Inde. Ah oui, on est trop centré sur le cinéma, sur les poignées de porte qui tournent, ça c'est le cinéma français, ou sur les grandes productions américaines. Les ballets dans le film indien sont extraordinaires. C'est vrai. Un mot de l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc il y a... Alors vous l'avez dit, c'est une académie qui rassemble beaucoup de gens, c'est multidisciplinaire.
Et c'est ça qui est l'intérêt, à mon avis, de cette Académie des sciences de Brumaire. Contrairement aux autres académies, on trouve des gens qui appartiennent à toutes disciplines. Et ça, c'est passionnant. Un peu comme dans cet ouvrage, comme dans Le Grand Échiquier, où on trouve des gens qui viennent à peu près partout et qui sont d'accord sur quoi, en fait? Qu'est-ce qui unit tous ces auteurs venus d'horizons divers? D'abord, vous l'avez dit 2 fois, la curiosité. Curiosité Ouais. d'esprit, d'abord. Et je crois, entre tous les auteurs, il me semble qu'il y a des points communs. Peut-être la vision internationale, l'échiquier, mais aussi le jeu de Go chinois, que vous avez tellement bien rappelé à l'instant. Puis peut-être ce sont des gens plutôt souverainistes, si je peux me permettre. Il me semble. En tout cas, ils croient aux nations. Ils croient à la permanence des nations. Il me semble. Voilà. C'est vrai. Plutôt. Il y a ce point commun. Hein, j'ai pas... Merci Charles Orby, merci Alain Lamballe. Le Nouvel Échiquier, publié chez, on dit VA Édition ou VA? VA Édition. VA Édition. Ça veut dire valeur actuelle, je crois. Ah, d'accord, très bien. VA, des valeurs, et elles sont actuelles. Ainsi va le monde. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci à tous.